Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour notre cinquième webinaire de la saison sur le développement des habiletés sociales à l'enfance. Je suis Samantha, coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Nexus Santé est un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite enfance en santé soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons chaque année des webinaires et des balados et nous finançons des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet on.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify et notre application. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook Parenthèse Ontario, informations et ressources en petite enfance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je me trouve pour ma part sur les territoires Haudenosaunee et Mohawk. Nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun et chacune dans nos espaces respectifs. Mais il est important de se rappeler que chaque parcelle de cette terre a une histoire, et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui y ont prospéré depuis des millénaires. Cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur la richesse culturelle, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et aux cycles naturels nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive, une compréhension profonde et des actions concrètes. Alors, je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix et de nos perspectives, tout en honorant les fondations mêmes de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Merci. Et maintenant, je vous présente notre intervenante de ce soir. Docteur Marie-Pierre Vendette est psychologue clinicienne pour les enfants, les adolescents et les familles. Elle est membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario et du Québec. En 2020, elle a fondé et dirige le Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien, qui pallie une importante lacune des services en santé mentale dans la région. Dr Vendette supervise également des étudiants au doctorat en psychologie clinique et a développé le programme d'autisme de l'Est ontarien grâce à une subvention provinciale. Elle est aussi cofondatrice de ProPsychNet, une plateforme numérique pour les professionnels en santé mentale au Canada. Avec cela, je laisse la parole à notre intervenante de ce soir, Dr Vendette. Merci. OK, merci Samantha. Je vais simplement partager mon écran. Donc, bonsoir à tous et à toutes et merci de vous joindre à moi afin de discuter du développement des habiletés sociales à l'enfance. Je veux simplement mentionner là, un avis de non-responsabilité. Donc, cette présentation est offerte seulement à titre d'information et une relation professionnelle là, n'est pas établie par cette présentation non plus. Donc, Samantha a fait un très bon travail là, à décrire mes rôles professionnels. Donc, simplement là, pour mentionner à nouveau, je suis Dr Marie-Pierre Vendette, psychologue clinicienne. Je travaille principalement avec les enfants, les adolescents, les familles. Je partage aussi mon temps, là, oui, en milieu privé et en milieu hospitalier. Je supervise également là, des étudiants qui sont au doctorat en psychologie clinique. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui là, de vous présenter quelques informations sur la socialisation et le développement social. Donc, je vais vous présenter davantage un survol parce que, comme vous le savez probablement, en 45 minutes, une heure de présentation, je ne peux pas nécessairement me permettre de vous partager là, la globalité de l'information. Donc, certainement, si vous avez des questions, des commentaires à la fin, ça va me faire plaisir de prendre le temps là, d'y répondre. On va avoir le temps, par contre, d'explorer aussi là, l'influence du développement social sur le fonctionnement global des enfants et des jeunes. Et je vais aussi me permettre là, d'aborder là, quelques stratégies et des techniques afin que vous puissiez le soutenir à la maison, le développement des habiletés sociales et potentiellement aussi là, dans vos milieux de travail, si vous travaillez avec des enfants, des jeunes,
potentiellement que ces stratégies-là et techniques vont pouvoir là, vous être utiles et on va procéder par la suite là, aux questions si vous en avez. Donc, on va commencer par aborder le développement social des enfants. Donc, la socialisation s'agit d'un processus par lequel la société façonne les croyances, les attentes et le comportement de l'enfant. La socialisation est supposée se poursuivre tout au long de l'enfance et la recherche indique qu'elle pourrait aussi affecter de nombreux comportements sociaux plus complexes de l'enfant, par exemple le développement moral et les interactions avec les pairs. Le processus commence toutefois dès la petite enfance et tantôt, je vais vous présenter là, les grandes lignes de chacune des étapes là, de la socialisation chez les enfants et généralement, la socialisation va être observée aussi dès les premières interactions avec les bébés, par leur influence qu'ils peuvent avoir avec les autres personnes de leur entourage. Depuis le début des temps, les personnes fonctionnent en groupe afin de pouvoir s'entraider, survivre et s'adapter dans les différents contextes sociaux. C'est-à-dire aller chercher de la nourriture, prendre soin des enfants, se protéger des menaces, se réchauffer, se réconforter. Donc, on sait très bien que l'être humain est un être social et la connexion avec les personnes, c'est un instinct. Donc, on souvent lit que c'est écrit dans nos gènes que nous avons besoin de connecter les uns avec les autres pour justement le pouvoir fonctionner de façon optimale. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand on n'a pas nécessairement la capacité de se retrouver à remplir ce besoin de connexion, les personnes peuvent ressentir, tout comme les enfants, les jeunes, les adolescents, des effets mentaux, des effets physiques et émotionnels, comme par exemple de la colère, de la fatigue, de l'irritabilité, de la tristesse et potentiellement aussi d'autres émotions. Qu'est-ce que le développement social? Donc, l'enfant apprend à interagir avec les autres, autant les adultes que les enfants. Le premier contexte de socialisation de l'enfant est généralement la maison. Ensuite, il va y avoir le service de garde. Éventuellement, l'école va devenir un important milieu de socialisation. Et au fur et à mesure que l'enfant va intégrer de nouveaux milieux, il va continuer de rencontrer des nouvelles personnes qui vont dorénavant faire partie de sa réalité et ces adultes-là vont continuer de le soutenir dans sa socialisation. Donc, tranquillement, par les différents contextes que l'enfant se retrouve, il va pouvoir développer une compréhension de la place dont il occupe dans la communauté et il va aussi apprendre à communiquer tranquillement avec ces différentes personnes-là qui, on va les appeler plus tard des agents de socialisation. Donc, à travers son développement social, les enfants vont comprendre aussi le développement des amitiés et d'autres relations qui vont devenir aussi importantes dans leur développement. Le développement social permet aussi aux enfants d'apprendre à gérer des conflits, effectuer des compromis aussi avec les autres personnes. Donc, voici quelques-unes des étapes du développement social des enfants à partir de la petite enfance. Donc, à partir de ce moment-là, il est attendu qu'un bébé puisse sourire et avoir des réactions positives aux parents. L'enfant aussi va ressentir ce qu'on appelle la peur de l'étranger. Et je me permets de faire une petite parenthèse simplement là, pour vous expliquer ce que c'est la peur de l'étranger parce que c'est très commun dans le développement qu'un enfant puisse ressentir cette peur-là. Donc, la peur de l'étranger commence généralement à se manifester vers l'âge de 8, 9 mois et elle va pouvoir survenir lorsque l'enfant est confronté à toute nouvelle situation ou la peur d'être abandonné par son parent lorsqu'il ne le voit pas. Donc, c'est la raison pour laquelle l'enfant peut parfois pleurer lorsqu'il se retrouve près de personnes qu'il ne voit pas souvent. Par exemple, des membres de la famille élargie, des collègues de travail, des parents, par exemple.
Ce qui peut alors aider dans ces moments-là, ça va être d'offrir, de l'affection à l'enfant, ça va être aussi de l'habituer tranquillement aux nouvelles situations. Il est aussi attendu lors de la petite enfance que l'enfant va commencer à imiter les autres en les observant, ce qui va permettre tranquillement de façonner sa propre conscience de soi et développer aussi ses compétences, ou ses capacités d'empathie. Il est aussi attendu que l'enfant va commencer à répondre aux émotions de ses parents et des autres personnes par des regards, par des sons que l'enfant va faire et par aussi des mouvements. Et éventuellement, l'enfant va commencer tranquillement à développer une réciprocité et on va spécifiquement noter cette réciprocité-là comme une réponse socio-émotionnelle qui va impliquer une réponse émotionnelle à une autre personne. Par exemple, l'enfant va manifester un sourire sur son visage lorsqu'il peut percevoir de la joie chez son parent. Et éventuellement, ben, l'enfant va commencer aussi à développer de la confiance et une certaine autonomie. Dans la période préscolaire, il est aussi attendu que l'enfant commence à explorer son environnement de façon indépendante, qu'il va pouvoir aussi exprimer de l'affection aux membres de sa famille. L'enfant, ça reste tout de même qu'il peut encore démontrer une certaine là, peur de l'étranger qui va s'estomper là, graduellement avec le temps. L'enfant devient aussi de plus en plus conscient de ses propres émotions et celles des autres personnes. Donc, l'enfant peut tranquillement aussi commencer à coopérer avec les autres personnes. Et puisqu'il devient davantage conscient de ses propres émotions et des émotions des autres personnes, il se peut que l'enfant débute tranquillement aussi à exprimer des sentiments de peur ou même aussi des inquiétudes ou de l'anxiété dans certains contextes. Lors de la période scolaire, il est généralement attendu que l'enfant va accorder une plus grande importance aux amitiés et peut donc jouer en interaction avec les autres. L'enfant va avoir aussi tendance à plaire et ressembler à ses amis, donc, s'il cherche à plaire aux autres personnes, il va peut-être avoir plus tendance à utiliser des formes de politesse, par exemple, parce que l'enfant apprend que les formes de politesse peuvent être une façon de connecter, avec les autres personnes et optimiser aussi les opportunités de succès en relation sociale avec les autres personnes. L'enfant aussi développe tranquillement une meilleure compréhension des différentes dynamiques de pouvoir et du fonctionnement de la communauté. Donc, l'enfant comprend tranquillement qu'un parent, par exemple, un enseignant, comprend aussi qu'un surveillant à l'heure du dîner sont les personnes qui sont considérées comme étant l'autorité. Donc, il y a des règles à respecter ou des consignes à suivre et ces règles-là, ces consignes-là sont imposées, dans le milieu dans lequel l'enfant se retrouve. Donc, d'accepter ces règles-là vont pouvoir aussi lui permettre d'avoir des meilleures interactions à long terme. L'enfant, tranquillement, apprend aussi, par contre, que peut-être qu'il peut aussi faire certains compromis. Donc, il peut peut-être aussi négocier avec l'adulte, en autorité pour obtenir aussi de temps en temps peut-être ce qui fait le plus son affaire que les règles qui lui sont, demandées à respecter. Et l'enfant va développer aussi, tranquillement un sentiment de compétence. Et donc, il va pouvoir commencer à démontrer de la fierté pour ses différents accomplissements qu'il va, obtenir, soit à la maison. Donc, si l'enfant a réussi, à ranger sa chambre à la suite que ses parents l'ont demandé, ou si, par exemple, à l'école, il a terminé, un travail, il va pouvoir justement être en mesure, de reconnaître, la persévérance, puis la fierté qu'il peut, en ressentir. Et donc, tout ça va lui permettre éventuellement de développer tranquillement sa propre identité comme personne dans la société. Le développement social est particulièrement important dans le développement là, d'un enfant dans toute sa globalité
Parce que la recherche démontre que la qualité des différentes expériences en enfance va permettre de bâtir la fondation sur laquelle la socialisation future de l'enfant va se dérouler. Donc, bien évidemment que plus que l'enfant va avoir des expériences positives dans sa socialisation, bien plus que cet enfant-là va pouvoir développer ce qu'on appelle des genres de schémas qu'il va vouloir reproduire avec ses autres interactions éventuelles dans son développement. Et c'est important aussi de mentionner que le développement social contribue aussi au fonctionnement de d'autres sphères du développement de l'enfant et je vais justement vous présenter ces grandes sphères-là dans lesquelles le développement social peut avoir une influence. Donc, la socialisation permet des opportunités de pratiquer des habiletés langagières avec d'autres personnes. Donc, le langage verbal et le développement langagier permet de soutenir la socialisation parce que l'enfant est amené à communiquer, soit de façon réceptive, donc à être à l'écoute de ce que les autres personnes lui disent, et aussi à s'exprimer avec les autres personnes lors des interactions. Il y a aussi, tout ce qui est les habiletés là, d'apprentissage qui peuvent être renforcées parce que le développement social va permettre à l'enfant un meilleur ajustement dans son contexte scolaire. Comme on a mentionné tantôt, avec toutes les différentes composantes de coopération, de collaboration qui vont s'instaurer, l'enfant va être mieux ajusté dans ce contexte-là. Ensuite de ça, le contact que l'enfant va avoir avec d'autres personnes va lui permettre de vivre des expériences qui vont être marquantes dans sa trajectoire et ces expériences-là vont aussi lui permettre, de développer des liens d'amitié et donc d'être plus à l'aise avec sa propre individualité et ça va optimiser son estime de soi parce que ces opportunités-là vont permettre à l'enfant de pouvoir avoir une meilleure perception de lui ou d'elle dans ses différentes interactions avec les autres personnes. Finalement, on a aussi la résolution de conflits parce que lors des différentes interactions, ça va de soi que l'enfant va développer des habiletés de résolution de conflits parce qu'il va avoir des meilleures capacités à communiquer, il va avoir une meilleure estime de soi aussi dans ses interactions et l'enfant va apprendre aussi à reconnaître, ben, qu'est-ce qui lui plaît mieux, qu'est-ce qui lui plaît le moins et comme on a mentionné tantôt, ben, comment il peut aussi faire des compromis, comment il peut négocier tout en respectant ce qu'il souhaite et en considérant aussi ce que l'autre personne souhaite, parce qu'il va être en mesure aussi de considérer l'émotion puis l'expérience de l'autre personne dans son interaction. Je voulais aussi, présenter rapidement cette analogie du muscle de la socialisation. Il y a des études qui sont très intéressantes auprès de populations qui sont particulièrement isolées, comme par exemple des soldats, des astronautes, qui démontrent que la socialisation fonctionne un peu comme un muscle. Donc, quand on n'utilise pas nécessairement un muscle pour une certaine période, il tend à s'affaiblir. Donc, en retournant, par exemple, au gym, recommencer à faire des exercices, ça se peut qu'on ressente un petit peu plus, hein, une difficulté avec certains mouvements. Ça se peut peut-être qu'on ressente aussi une certaine douleur là, dans nos muscles. Il s'agit de la même expérience avec la socialisation. Donc, il est complètement normal pour un enfant, par exemple, qui a très peu d'expérience à rencontrer de nouvelles personnes ou à tout simplement interagir avec d'autres enfants de son âge, de se sentir peut-être un peu maladroit dans ses habiletés sociales par ce manque d'expérience-là. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne pourra pas nécessairement là, devenir confortable parce qu'avec l'expérience, avec certaines expositions, l'enfant va pouvoir justement là, devenir plus à l'aise avec la socialisation. Et l'objectif de la présentation, c'est justement de vous permettre aussi d'obtenir quelques informations par rapport aux inconforts sociaux et comment est-ce qu'on peut guider l'enfant à obtenir les meilleures stratégies pour lui permettre de vivre des expériences avec le plus de succès possible. Donc, voici certains exemples de signaux d'inconfort social. Euh, les habiletés des enfants reliées à l'interaction sociale se développent généralement naturellement. Il y a certains enfants, toutefois, qui vont démontrer des inconforts plus que d'autres lors des interactions sociales.
Avant l'âge de 2 ans, il y a certains inconforts qui sont très bien documentés là, par la recherche. Par exemple, un enfant qui a très peu de recherche pour le contact visuel avec l'adulte ou un enfant qui n'a pas nécessairement tendance à se retourner quand on va nommer son nom. Un enfant qui a très peu d'intérêt aussi à imiter les gestes ou les sons des autres personnes et éventuellement, on a aussi d'autres signaux qui sont importants, des incertitudes dans la façon d'agir ou de réagir dans des situations sociales ou des difficultés à comprendre les subtilités dans des situations sociales, une hypervigilance, donc beaucoup de craintes, beaucoup de d'inquiétudes avant même, par exemple, là, d'avoir des interactions sociales ou une très grande sensibilité auprès des autres personnes, des réactions émotionnelles plus excessives, des comportements inappropriés dans les situations sociales, une certaine volonté d'être amis et en même temps ressentir un grand inconfort, autour d'eux. Il y a aussi des difficultés, par exemple, à interpréter les intentions des autres personnes, un évitement des activités que l'enfant aimait auparavant, ou peut-être lorsque les enfants vont avoir tendance à plus choisir des jeux solitaires que des jeux plus sociaux. Hem, L'inconfort en contextes sociaux peut se manifester de différentes façons. Donc, j'ai simplement fait un genre de remue-ménage avec ce que j'entends souvent là, au niveau de la pratique clinique. Donc, au niveau des pensées, ça peut être, par exemple, les amis ne veulent pas jouer avec moi ou les autres personnes vont percevoir que je suis anxieux ou ça peut être aussi, les autres vont rire de moi. Il y a aussi des manifestations plus au niveau des sensations physiques. Donc, un enfant peut mentionner à son parent, à son enseignant des maux de ventre. L'enfant peut rougir aussi ou plus transpirer dans les contextes sociaux. On peut aussi observer des tremblements. L'enfant peut décrire aussi là, des genres de tensions musculaires et on peut aussi observer une certaine irritabilité. Donc, un enfant qui va réagir un peu plus rapidement lorsqu'il y a quoi que ce soit dans son entourage qui va peut-être pas nécessairement là, comme il le souhaite. Il y a certaines aussi émotions que l'enfant peut, mentionner qui peuvent aussi, hem, expliquer cet inconfort-là en contexte social, donc une certaine colère. Donc, dès qu'on va, discuter avec l'enfant, qu'on a une sortie, une activité, un événement, on va s'apercevoir justement là, de cette émotion-là, de la colère qui peut se manifester, soit par, peut-être un claquement de porte ou soit par exemple tout simplement par, un ton de voix qui s'élève ou tout simplement là, une expression faciale là, qui est facilement détectable. Une inquiétude, peut-être une gêne, une honte aussi, une certaine impuissance. Donc, l'enfant ne sait pas nécessairement comment gérer certaines situations sociales et une certaine tristesse. Il y a aussi certains comportements qu'on peut, soulever lors d'inconforts en contextes sociaux, un refus d'aller à l'école ou à la garderie, éviter les nouvelles activités ou des nouveaux lieux. Par exemple, on a, une fête d'amis et on n'est jamais allé chez cette, amie-là à l'extérieur de l'école. Donc ça peut être un peu plus difficile de s'y rendre et l'enfant peut justement ne pas vouloir s'y rendre non plus. Demander à être un parent, demander à un parent d'être présent, lors d'une activité, ne pas répondre devant d'autres personnes. Donc on est peut-être, à l'épicerie, on est dans un magasin, l'enfant va voir peut-être un ami qu'il a à l'école et dans ce contexte-là, peut-être que l'enfant va choisir nécessairement de ne pas répondre parce que son parent est là et il peut avoir justement là, des pensées que l'enfant peut avoir que, le parent peut observer les comportements ou peut-être tout simplement un inconfort de ne pas nécessairement savoir comment réagir dans ce contexte-là auquel on n'est pas habitué de voir notre ami. L'enfant peut pleurer ou faire des crises. Les crises,
Ça peut considérer plusieurs comportements. Il peut avoir des cris, il peut avoir des larmes, il peut avoir, comme je mentionnais tantôt, des claquements de porte. Il peut avoir là un peu plus de marcher fort là, sur le bout sur le bout des talons ou sur le bout des pieds, pour vraiment démontrer à notre parent qu'on ne veut pas avoir là, cette expérience-là sociale. On peut avoir tendance à observer aussi des enfants qui vont marmonner, donc parler tellement pas fort qu'on peut avoir là, beaucoup de difficultés à les entendre ou tout simplement éviter le contact social ou des enfants qui vont préférer tout simplement rester à la maison que d'avoir des rencontres avec leurs amis. Afin de soutenir là, l'enfant, c'est vraiment important aussi de mieux comprendre la nature de l'inconfort en contexte social. C'est-à-dire de comprendre si ces manifestations-là sont mieux comprises par le tempérament de l'enfant, par une possible anxiété, peut-être par un possible trouble d'anxiété sociale, ou peut-être même des difficultés dans les interactions sociales qui peut être mieux compris là, comme l'autisme. Je tiens à mentionner que les présentations de ce soir n'abordent pas les différences entre un tempérament, l'anxiété sociale et ou l'autisme. Et si vous souhaitez davantage d'informations sur ces sujets-là, je vous invite là, à communiquer avec un professionnel de la santé mentale. En lien avec les inconforts sociaux, je souhaitais aussi aborder le concept de la résilience. Parce que le concept de la résilience, ça implique d'être capable de se remettre de difficultés, de changements, surtout lorsque les enfants manifestent des inconforts dans les contextes sociaux. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que les enfants qui manifestent des inconforts dans les contextes sociaux vont toujours en manifester. Donc, si on peut les soutenir, euh, à rebondir dans des moments de difficulté ou de défi, certainement que ça va pouvoir les aider à long terme dans leurs futures interactions. La recherche démontre généralement que les personnes résilientes peuvent gérer de façon efficace ou elles peuvent s'adapter beaucoup mieux au stress et aux situations difficiles de la vie. Donc, les personnes qui sont considérées comme étant résilientes vont apprendre par l'expérience d'être capables de gérer aussi efficacement une situation, ce qui va les permettre d'être plus aptes à justement réagir aux défis dans des situations futures. C'est important aussi de mentionner qu'une personne qui est résiliente ne garantit pas non plus, que cette personne-là n'aura pas de défis. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'un enfant qui est résilient, qui peut rebondir avec des défis, qui ne va plus nécessairement en vivre plus tard. Donc, c'est vraiment plus de préparer l'enfant à pouvoir avoir toutes les habiletés nécessaires pour confronter les moments là, plus difficiles au niveau social. Quand on parle de résilience, on veut aborder les facteurs de risque et on veut aussi aborder les facteurs de protection pour l'enfant. Donc, les facteurs de risque sont les caractéristiques qui vont généralement diminuer la probabilité qu'un enfant soit résilient et les facteurs de protection vont aider à protéger les enfants et les jeunes des effets négatifs des facteurs de risque. Les caractéristiques sont autant reliées à l'individu, la famille, la communauté et la résilience va être déterminée par l'interaction de tous ces caractéristiques-là. Les facteurs au niveau de risque et de protection, ça peut considérer le statut socio-économique, ça peut être les valeurs, les attitudes que les parents ou que les agents de socialisation à l'extérieur du milieu familial vont transmettre à l'enfant. Ça peut être le quartier habité de l'enfant, ça peut être les compétences parentales et ça peut être aussi les compétences des différentes personnes qui vont travailler à l'intérieur des milieux de garde. Je tiens aussi à mentionner qu'il y a pas nécessairement de formule qui existe pour prédire un comportement humain. On peut pas nécessairement prévoir non plus à quel point qu'une personne va être résiliente. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que les facteurs sont cumulatifs. Donc, plus que de facteurs de protection dans la vie d'un enfant au niveau social, ben moins généralement qu'il va avoir de facteurs de risque donc, plus la probabilité que les enfants
vont pouvoir être des jeunes résilients, hem, éventuellement. J'ai trouvé une analogie que je trouvais, fort intéressante et j'avais envie de vous la partager. C'est, Baraquin et Canlou en 2007 qui ont offert cette analogie comparant les enfants aux arbres, du fait qu'ils se présentent sous différentes formes et sous différentes tailles. Donc simplement de se rappeler que chaque enfant est unique dans ses besoins, comme chaque arbre, par exemple, qui se développe. Hem Et généralement, les familles peuvent être considérées comme le sol et l'eau. Donc, à la base des arbres. Et ensuite de ça, on a les écoles, les quartiers, les communautés, puis la société en général, qui peuvent être comparées, par exemple, au soleil, aux précipitations, aux insectes, aux oiseaux, aux animaux. Euh, et les différentes caractéristiques de ces arbres-là, donc les qualités du sol, les conditions météorologiques, la quantité de soleil que l'arbre va recevoir, les précipitations, va pouvoir affecter la santé et la croissance des arbres. Donc, c'est un peu de façon similaire, les différents traits des enfants, les caractéristiques de leur famille, de leur environnement, va pouvoir affecter positivement ou négativement la santé et la croissance des jeunes de façon générale. Donc, je voulais voir avec vous des facteurs clés qui vont soutenir le développement social des enfants. Donc, il y a d'abord le tempérament, qui inclut les caractéristiques innées et acquises qui vont influencer la façon dont les différentes personnes vont se rapporter autour de ces enfants-là. Ça peut être, par exemple, le niveau d'activité, la capacité d'adaptation, l'humeur, la durée d'attention. Et selon la combinaison de ces différentes caractéristiques-là, une personne peut avoir un tempérament soit facile ou soit difficile. Et la recherche indique qu'environ 40 des enfants ont un tempérament facile. Donc, ces enfants-là vont s'adapter généralement bien au changement. Dans la plupart des situations, ont une humeur positive. Il y a d'autres enfants qui ont un tempérament plus difficile. Donc, ces enfants-là, généralement, sont plus renfermés, sont plus timides et ont aussi généralement plus de difficultés à s'adapter au changement et peuvent aussi avoir des réactions émotionnelles. Le deuxième facteur clé, c'est la force des apprentissages, qui fait référence aux façons dont les enfants et les jeunes peuvent assimiler puis appliquer de l'information. Donc, dès la naissance, les enfants vont observer. Ils vont aussi s'imprégner du monde qui les entoure et en écoutant puis en interagissant avec les autres personnes, les enfants vont commencer à développer leurs propres compétences linguistiques avant même de parler. Et ça va avoir un effet, comme on a mentionné tantôt, sur leur développement social. Les sentiments, les émotions, c'est crucial aussi pour le développement social. Donc, les enfants vont commencer à vivre, à exprimer aussi les émotions et ça va faire partie de leur vie de façon naturelle. La recherche montre que entre la naissance et l'âge d'environ 2 ans, les enfants apprennent beaucoup sur la façon de contrôler leur colère et d'autres états émotionnels. Euh, le développement affectif de l'enfant et il y a une très, très grande corrélation entre le développement affectif de l'enfant, donc émotionnel, et le développement social. Le développement affectif va permettre à l'enfant de comprendre et d'exprimer ses émotions au fur et à mesure qu'il vieillit. Et donc, dans ses interactions avec les autres personnes, l'enfant va apprendre à reconnaître, interpréter ses propres émotions et les émotions des autres et donc adapter son comportement. On a aussi les façons de penser qui réfèrent aux pensées, donc les mots, les paroles dans notre tête, le discours intérieur que la personne peut utiliser dans de la résolution de problèmes, planifier des situations ou même réguler les émotions. On a aussi les capacités d'adaptation, donc tout le monde, généralement, est confronté à des problèmes, du stress, des défis tout au long de la vie. Et les enfants ont aussi leurs propres défis, leurs propres obstacles. Donc, les enfants vont commencer aussi très tôt à développer des compétences grâce au soutien des autres personnes
Et les adultes vont pouvoir aider les enfants et les jeunes à apprendre à examiner une situation de manière réaliste, à se fixer des objectifs appropriés, par exemple un conflit entre une fratrie. Donc, le parent peut justement modéliser la façon dont ils peuvent résoudre ce conflit-là entre la fratrie, donc guider l'enfant dans ce qui est raisonnable, dans l'atteinte d'un objectif, par exemple, partager un jouet ou décider du film qui sera visionné en famille. Donc, parce que les enfants doivent apprendre à résoudre des problèmes et à prendre des décisions en tant que membre d'une famille au début. Ensuite de ça, ben, en faisant partie d'un groupe de classe et éventuellement par eux-mêmes dans d'autres situations sociales, ces capacités d'adaptation-là qui sont transmises par les parents vont devenir aussi très importantes. Et il y a aussi comme dernier facteur individuel clé, les compétences sociales. Donc, les compétences sociales, ça reflète les façons dont les enfants puis les jeunes coopèrent puis interagissent avec les autres. Donc, ça va se refléter dans la façon dont les jeunes vont développer des amitiés et le genre de personnes avec qui ils vont aussi développer des amitiés. Et la recherche démontre que les bonnes compétences sociales se développent mieux dans une maison où les membres de la famille sont aimants, sont respectueux, où les parents vont offrir des opportunités de modèle ainsi que des commentaires positifs. Donc, ça peut être aussi des opportunités de faire des choix à l'intérieur de la maison, peut-être de prendre des décisions ou même lorsque les parents offrent des limites et des règles qui sont clairement définies. Lorsque les enfants sont de plus en plus exposés à des personnes ou à des situations comme la garderie, l'école élémentaire, mais les enfants deviennent qu'ils ont aussi de plus en plus d'occasions d'apprendre à négocier la coopération avec d'autres personnes. Et plus les enfants vont apprendre à résoudre ou à faire face à des désaccords, des conflits, ben mieux ils vont être préparés aussi à gérer ces conflits-là éventuellement plus tard. Donc, je suis consciente du temps. Il nous reste à peu près un 15 minutes avant la période de questions. Donc, je vais vous présenter là, quelques stratégies techniques afin de favoriser le développement social des enfants que vous pourrez justement utiliser à la maison si vous le souhaitez ou dans votre milieu de travail. Avant, c'est important simplement pour moi de partager ou de rappeler que certains enfants vont arriver à intégrer le monde social beaucoup plus facilement que d'autres, considérant justement leur tempérament, les expériences sociales qu'ils ont eues, le contact avec les autres personnes qu'ils ont, le niveau de stress, le niveau d'anxiété qu'ils peuvent avoir vis-à-vis rencontrer une nouvelle personne, etc. Donc, c'est important justement que quand on souhaite tranquillement utiliser des techniques, des stratégies avec un enfant, de toujours se rappeler que c'est à petits pas qu'on peut y arriver et c'est en suivant le rythme de l'enfant afin qu'on puisse mieux respecter ses besoins dans ce processus-là de développement social. Et là, vous allez voir que je vais reprendre chacun des facteurs clés que j'ai discuté et je vais vous donner, par exemple, quelques stratégies techniques qui peuvent être en lien avec ces facteurs-là. Donc, si on considère d'abord le tempérament d'un enfant, il est important que l'enfant puisse apprendre, ou en fait, je dirais plutôt le parent puisse reconnaître le tempérament de son enfant et ça va lui permettre de mieux l'aider à s'adapter à des situations nouvelles et de pouvoir répondre aussi aux différentes personnes à son entourage en fonction des besoins de son enfant, de ses capacités et de ses compétences aussi. Donc, plus qu'un parent est sensible et conscient du tempérament de son enfant, bon, mieux que le parent va justement pouvoir s'adapter. Donc, si par exemple un jeune a un tempérament plus réactif, ben, il est important peut-être de reconnaître que
L'enfant, ça va être important qu'il puisse avoir des stratégies relaxantes, par exemple, avant de pouvoir rencontrer une nouvelle personne ou peut-être de prendre une pause et peut-être de se retirer d'une situation avant justement qu'il y ait trop de stimulation excessive pour ensuite retourner intégrer la situation comme telle sociale. On a ensuite les apprentissages. Donc, c'est utile d'offrir aux jeunes enfants une place spéciale dans la maison qui peut être déterminée avec l'enfant ou les enfants comme tels. Et cet endroit-là va devenir un espace pour lequel l'enfant va pouvoir jouer librement avec divers jouets, des accessoires qui vont pouvoir encourager la spontanéité et l'imagination de l'enfant. Et on sait que l'enfant plus jeune, c'est important aussi qu'il puisse utiliser son imagination, sa créativité, afin tout simplement de s'approprier aussi son propre développement et sa propre identité. Ça va être important aussi pour le parent, au niveau des apprentissages, d'enseigner aux enfants les étapes de résolution de problèmes, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, si un enfant est confronté à un obstacle, un défi, donc d'enseigner à l'enfant, mais comment est-ce qu'on définit un problème? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ce problème-là? Comment est-ce qu'on peut choisir des solutions qui vont être alternatives si cette solution-là n'a pas bien fonctionné ou n'est peut-être pas nécessairement réaliste dans la situation? Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi mettre en œuvre ou implémenter cette solution-là? Et aussi, ben, d'être patient puis de voir, mais ça va être quoi justement le résultat? Et si le résultat n'est pas celui-là qu'on souhaitait, ben, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut aussi reprendre ce processus-là avec une autre solution jusqu'à temps qu'on trouve une solution qui va être gagnante dans le contexte? On veut aussi encourager les enfants à poursuivre des activités qui les intéressent. Dans les apprentissages, on veut certainement aussi enseigner aux enfants les règles de politesse, donc de dire s'il vous plaît, merci, faire des demandes qui sont acceptables, parler avec un ton de voix aussi acceptable. Et ces règles-là de politesse ou de respect peuvent être travaillées régulièrement au quotidien. Et la recherche démontre que plus les enfants vont démontrer des règles de politesse dans leurs interactions, bon, plus les autres adultes autour d'eux vont être réceptifs à leurs demandes. On veut aussi tranquillement donner des responsabilités aux enfants afin qu'ils puissent aussi développer tranquillement leur sentiment de compétence. Au niveau des émotions, Heu, on veut certainement encourager les membres de la famille à parler de ce qu'ils ressentent, en famille. Donc, si un parent ressent une tristesse, c'est correct que le parent puisse partager son émotion de tristesse auprès des enfants. Ça normalise aussi que les adultes, vont expérimenter cette émotion-là. On veut aider les enfants à apprendre à identifier leurs propres sentiments, à pouvoir aussi les communiquer avec les autres et on veut aussi s'assurer, de démontrer aux enfants aussi des façons de démontrer de l'empathie, heu, donc d'être en mesure aussi de comprendre, hein, l'expérience d'une autre personne. Pour certains enfants et même aussi pour certaines personnes de façon générale, d'être en mesure de comprendre la perspective d'une autre personne, ça peut être un peu plus difficile. Il y a quand même des façons qu'on peut soutenir les enfants en ayant peut-être une certaine, flexibilité cognitive en développement et les parents vont définitivement être, des agents importants dans ces, apprentissages-là avec les enfants et certainement pour les parents qui peuvent avoir certains défis à parler, par exemple, de perspective ou de différentes techniques d'empathie ou peu importe là au niveau, de la gestion émotionnelle, certainement que, il peut avoir toujours du soutien par différents, éducateurs à l'école, peut-être même aussi, des professionnels de la santé mentale qui peuvent s'impliquer afin de soutenir le plus possible là, les enfants puis les parents dans ces circonstances-là. Il y a aussi d'autres éléments, par rapport, au concept de soi, là. Donc, il est souvent bénéfique d'encourager les enfants à faire face à différentes situations, en faisant des jeux de rôle. Donc, le parent peut souvent, déterminer une situation. Donc, par exemple, on fait à semblant qu'on rencontre une nouvelle personne
hem, dans un contexte, soit médical, on s'en va rencontrer un médecin pour la première fois ou on s'en va chez le dentiste la première fois. Comment qu'on va faire pour être en mesure de, rencontrer cette personne-là, de lui parler tout simplement? Ou ça peut être, par exemple, on fait assemblant tout simplement qu'on est à l'épicerie et que maman rencontre un collègue de travail, mais comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là si on a un certain inconfort au niveau, social? Ensuite de ça, il y a les façons de penser. Hem, on veut justement aussi soutenir les enfants à fixer des objectifs qui sont précis, qui sont réalistes dans leur, propre développement social ou leur, propre socialisation et on veut aussi offrir aux jeunes un éventail de possibilités et d'objectifs, parmi lesquels ils vont pouvoir choisir de travailler et qui vont tranquillement pouvoir atteindre cet objectif-là de façon, réaliste. On a aussi capacités d'adaptation. On veut aider les enfants à développer leur propre résolution de problèmes, leur propre prise de décision. On veut les aider à anticiper aussi ou à planifier, comment ils vont gérer des difficultés. Donc, c'est toujours aussi important, de soutenir les enfants, tu sais, à faire ces prédictions-là et donc, dans une telle situation, par exemple, d'un conflit avec un ami, comment tu penses qu'il va réagir cet ami-là? Et si cet ami-là va réagir de cette façon-là, mais qu'est-ce que tu penses que tu peux faire, pour justement soit réduire les probabilités que cet ami-là réagisse de cette façon-là si c'est négatif? Ou si l'enfant envisage ou prédit que la réaction serait positive, ben justement, comment est-ce qu'on peut s'assurer de mettre en application notre comportement parce qu'on veut aller chercher cette réaction-là positive chez notre ami. Et tout ça peut se faire, bien évidemment, avec les parents et tout simplement pour un enfant qui devient plus vieux, par exemple, dans son développement, si on a une attente que l'enfant puisse se dire s'il vous plaît, merci, alors qu'on est au restaurant, mais on peut pratiquer avec l'enfant. Hein. Donc, si on dit s'il vous plaît, merci, mais qu'est-ce qu'on s'attend qui va être la réaction de la personne qui prend notre commande au restaurant et comment on va s'assurer de mettre ça en application pour obtenir le comportement désiré ensuite. Et là, finalement, on a toutes les compétences sociales. Pour les compétences sociales, on veut s'assurer d'aider les enfants à acquérir les compétences sociales de base. On veut apprendre à l'enfant à saluer les autres personnes lorsqu'il les rencontre. On veut aussi démontrer ou apprendre à l'enfant à demander les permissions lorsqu'il souhaite avoir une activité, un objet. On veut aussi les aider à apprendre à débuter des conversations. Comment est-ce qu'on peut aussi relayer l'information, hein? Donc, si on veut une conversation réciproque, mais comment est-ce qu'on peut soutenir l'enfant avec les fameux allers-retours dans les conversations? On veut aussi s'assurer que l'enfant puisse apprendre à écouter pendant une conversation et écouter pendant une conversation, c'est pas seulement, avoir une oreille de disponible, c'est d'être en mesure de comprendre qu'est-ce que la personne souhaite qu'on puisse comprendre de cette conversation-là. On veut encourager aussi à considérer les comportements que les enfants ont eux-mêmes dans les situations sociales et à juger de ces comportements-là, à savoir quel va être justement l'effet ou le résultat de mes comportements. Et on veut bien évidemment que les parents puissent modéliser des bonnes compétences sociales, en ayant un comportement qui est positif, donc en portant une attention, en démontrant un respect, en ayant un tact aussi quand on va parler avec les autres personnes et généralement, la recherche va démontrer que les enfants peuvent acquérir ces compétences à partir de ce qu'ils observent. Donc, plus les parents vont démontrer des comportements prosociaux, donc des comportements positifs dans des situations sociales, mais plus les enfants vont être susceptibles de choisir aussi des amis qui partagent ces compétences-là parce qu'ils vont eux-mêmes avoir ces compétences sociales-là.
On veut aussi, avec les enfants, créer des occasions, de rendre visite à des amis. Donc, on veut encourager les moments, peut-être d'inviter un ami à la maison pour un certain moment, la fin de semaine ou de permettre à notre enfant d'aller, chez un autre enfant, hem, en toute sécurité, alors qu'on a discuté justement là, de ce que l'enfant peut s'attendre, et que cette rencontre-là est planifiée afin de pouvoir pratiquer aussi les habiletés sociales. Autant que les habiletés sociales-là peuvent se faire de façon naturelle pour les enfants, lorsque les enfants ils ont des inconforts sociaux, ça se peut que les habiletés sociales ou le développement social prennent un petit peu plus de temps. Donc, de préparer, de planifier l'enfant dans ces petites rencontres-là sociales, amicales, vont certainement être très bénéfiques. Et tout en pratiquant avec les enfants ces habiletés-là de conversation, de permettre aussi aux enfants de pratiquer à exprimer leurs émotions, de parler au jeu, par exemple, dans des situations et de tenter le plus possible de gérer les conflits d'une façon, le plus tôt calme possible, alors qu'il y a certains conflits qui peuvent certainement déclencher des émotions plus fortes chez les enfants. Le plus qu'on est en mesure de pouvoir trouver les solutions, le mieux justement que l'enfant va pouvoir là, mieux se sentir dans les, différentes interactions sociales. Donc là, je vois le temps, il nous reste à peu près là un 12 minutes, pour la fin. Ah, puis là, vous voyez, bon, j'ai, une autre diapositive, je pensais que j'avais terminé. Heu, il y avait aussi là tout ce qui a trait à maintenir la communication. Donc on veut s'assurer de garder des moments au quotidien pour que l'enfant s'engage socialement. Donc oui, des petites visites chez des amis, mais on veut aussi peut-être, avoir des moments où est-ce que les interactions peuvent se faire de façon plus spontanée, simplement aller au parc et d'observer l'enfant dans la façon dont il va pouvoir, joindre un ami au parc ou si un ami se joint à lui pour jouer, de quelle façon l'enfant s'y prend et le parent peut certainement guider aussi son enfant dans ces, moments-là. Pour certains enfants, comme je mentionnais tantôt, quand l'inconfort social est assez grand, de pouvoir y aller de façon graduelle, c'est définitivement important. Donc, de pouvoir avoir des petits objectifs réalistes à atteindre et cette exposition-là qui va se faire là, lentement et sûrement va être définitivement importante. Et on veut certainement débuter l'exposition ou le fait simplement là, de confronter certaines situations sociales avec des gens qui sont connus. Donc, on veut que les personnes soient familières avant tout pour que l'enfant puisse bâtir aussi une certaine confiance. Et on veut que les parents ou les agents de socialisation soient des modèles amicaux parce que les enfants vont apprendre des adultes. Les enfants, c'est comme des petites éponges et ils vont justement observer et ils vont ensuite de ça souvent répéter ou intégrer, incorporer, ce qu'ils ont observé dans leurs propres interactions, sociales. Donc j'ai l'impression que dans les derniers 49 minutes, j'ai partagé quand même beaucoup d'informations. Des fois, je sais que mon débit de parole peut être assez rapide, donc j'espère que ça a été clair malgré tout, là, toutes ces, informations-là. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, donc si les, personnes qui sont présentes avaient des questions, des commentaires, ça me fait plus que plaisir, là, de pouvoir y répondre. Parfait. Bon, merci beaucoup pour la présentation. On a une petite question d'un parent. Donc, il y a une question qui demande si je pense que mon enfant a un retard dans son développement social, vers quel professionnel devrais-je me tourner? Mmh. Ouais, c'est une excellente question. Donc, tout dépendant de l'âge de l'enfant, il peut avoir certainement un pédiatre, qui pourrait être consulté, tout dépendant aussi du retard. Et si l'enfant est un petit peu plus vieux, on peut toujours se tourner aussi vers, un psychologue qui va faire une évaluation le plus complète, compréhensive, pour mieux comprendre, comme je mentionnais tantôt, hein, c'est quoi la nature des défis et de quelle façon est-ce qu'on peut mieux comprendre le retard de l'enfant, là, au niveau, social. Est-ce que c'est plus une anxiété, un trouble d'anxiété sociale? Est-ce que c'est, peut-être plus, un défi au niveau des interactions sociales, communément là, appelé l'autisme? Ou est-ce que ces défis-là font, plus partie du tempérament de l'enfant? Donc c'est un enfant qui est à la base plus, réservé, timide et cetera. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y a une autre question, c'est je voulais savoir comment gérer la sensibilité de l'enfant qui le pénalise.
OK. Et est-ce qu'on peut clarifier simplement là, la sensibilité réfère à quoi exactement? Alors j'ai tout ce que j'ai, si la personne qui a posé la question, vous voulez mettre plus de détails, Parce que là, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus dans comme une sensibilité aux interactions sociales, mais je veux simplement m'assurer que c'est bel et bien ça dont on parle. je ne vois pas plus d'informations, Non? OK. non, Ben, donc je peux répondre selon la façon dont je comprends la question. Donc, si on est plus dans une sensibilité au niveau social qui pourrait pénaliser l'enfant, donc j'entends peut-être que l'enfant va éviter peut-être certaines situations sociales parce qu'il y a cet inconfort-là ou cette sensibilité-là de pouvoir intégrer d'autres enfants ou d'être dans des milieux là, interactifs, sociaux. À ce moment-là, généralement, c'est toujours important peut-être à les comprendre, hein, c'est quoi les mots que l'enfant se dit dans sa tête avant même d'intégrer ces différentes situations sociales-là. On peut toujours soutenir l'enfant aussi à recadrer ses pensées. Donc, si l'enfant se dit, «Les autres enfants vont rire de moi» ou si l'enfant se dit, «Les autres ne voudront pas jouer avec moi». Donc, c'est plus d'aller voir, mais c'est quoi la pensée la plus réaliste dans ce contexte social-là? Et l'exposition, généralement, c'est ce qui va pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir peut-être réduire la sensibilité parce qu'il va apprendre d'autres expériences et on veut s'assurer que les expériences dont l'enfant va aller, chercher vont être positives parce que au début, si on est capable d'avoir des opportunités, d'expériences sociales positives, ça va augmenter justement le souhait que l'enfant puisse répéter ces expériences-là, éventuellement avec d'autres enfants. Donc j'espère que ça répond à la question. Sinon la personne en question peut toujours peut-être poser une sous-question que je peux, répondre aussi. ah, on a, quelques précisions, donc c'est un enfant qui prend Vas-y. mal, les commentaires, même de la part de ses amis, ce qui fait qu'il se retrouve seul. OK. OK. Donc là, je dirais probablement que ça serait plus, aussi important, hein, d'aller comprendre, c'est la nature de la réactivité de l'enfant. Donc si l'enfant, hem, accepte moins bien, les comportements de ses amis, donc qui fait qu'après ça, il est peut-être plus isolé ou qu'il se retrouve toute seule, là, c'est peut-être plus de voir, mais qu'est-ce que l'enfant comprend de ces commentaires-là? Peut-être jouer aussi un peu au détective avec, l'enfant et éventuellement peut-être permettre à l'enfant d'aller, vers aussi d'autres groupes d'amis, aussi de tester peut-être là, ses comportements afin de voir, mais ça va être quoi les réactions de d'autres personnes, vis-à-vis lui. Comme tel, c'est peut-être plus des comportements qui se passeraient à l'école. Donc, des fois, les enseignants peuvent aussi soutenir, les différents moments là, de ces enfants-là et peut-être de modéliser, certains comportements pour s'assurer que l'enfant soit mieux préparé à d'autres situations plus difficiles. Merci. Puis on arrive à la fin de notre heure ensemble, mais on a une toute dernière question. Donc c'est si mon enfant a des difficultés sociales, comment je pourrais l'accompagner pour développer ses relations amicales et s'épanouir dans le milieu scolaire? Mmh. Ouais. Et ça, je dirais que c'est une grande question avec probablement beaucoup de sous-éléments, à cette question-là. Il y a des programmes qui existent, justement pour soutenir les enfants dans leurs habiletés sociales, pour qu'ils puissent développer des amitiés. Il y a des programmes qui existent pour les enfants aussi jeunes de 4 à 7 ans. Il y a des programmes après ça qui continuent d'exister pour les enfants qui sont des adolescents là, de 12 à 15 ans, des adultes, et cetera. Hem, donc généralement, je dirais là qu'il y a tellement d'aspects à répondre à cette question-là. Un, c'est de connaître justement c'est quoi les plus grands besoins de l'enfant, c'est quoi ses défis et ensuite de ça, c'est de pouvoir, créer des différentes opportunités. Donc, pour les enfants plus jeunes, ça va être, par exemple, là, de répéter, hein, c'est quoi les bases pour, partager un jouet, par exemple, de faire un petit compromis. Si on veut, développer une relation d'amitié, ben, peut-être de débuter par un sourire, un «allô», «je m'appelle». Donc, d'y aller vraiment avec des petites étapes qui vont éventuellement, quand l'enfant est plus d'âge scolaire, et à l'adolescence, se transformer en compétences peut-être un petit peu plus complexes,
mais qui va répondre à ce moment-là aux attentes sociales qui augmentent. Et tout ça, généralement, peut se faire par un parent, qui obtient justement du soutien là, par un professionnel de la santé mentale, qui va le guider justement dans ces expériences-là. Parfois en ligne, il peut y avoir aussi des bons exemples à faire pour soutenir le développement d'amitié des enfants qui ont peut-être plus de difficultés là, au niveau social. C'est simplement important de trouver, de l'information qui est crédible, qui est basée sur les évidences pour s'assurer des effets positifs, chez les enfants. Parfait. Ah, merci beaucoup, docteur Vendette, c'était une super présentation, et puis bonne soirée à toutes et à tous. Ça fait plaisir. Je voulais simplement mentionner qu'à la fin de la présentation, il y a aussi des références. Donc, si jamais les gens veulent apprendre davantage sur ce qui a été mentionné aujourd'hui, ces références-là peuvent être accessibles là, sur Internet et il va y avoir beaucoup de lectures que les parents, qui sont intéressés, peuvent faire. Parfait. Bon, super, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, toi aussi.